pense pas qu'elle ait donné grand-chose. C'est pourquoi j'ai tenu à dire toute mon estime au père de Jamal et à toute sa famille. Vous savez, il y a un philosophe allemand qui a dit, qui est le philosophe qui a établi les éléments de la dialectique, Hegel, qui a dit l'important c'est à la fin. On a vu le Hirak dans sa première partie. Ça a été un échec. Et ça a joué en faveur des généraux. Il y a eu la deuxième partie du Hirak, à mon avis dominée par les islamistes. Le résultat, c'est un échec. Le pouvoir est renforcé. Lorsque vous m'avez interrogé la dernière fois, et vous avez repris votre question à l'instant, vous m'avez dit, et vous avez répété à l'instant, qu'à l'époque, j'avais dit que ce mouvement est prématuré. Je l'ai redit par la suite, et je le redis encore. Lorsqu'un mouvement est prématuré, il ne peut qu'échouer. Il a échoué dans sa première partie, il a échoué dans sa deuxième partie. Et ça a conduit à quoi? Au renforcement de la dictature en place. Je vais vous citer un fait historique. Napoléon, après la Révolution française, a envahi toute l'Europe. Il a été combattre les Russes. Et lorsqu'il est passé en Allemagne, lorsqu'il a libéré, selon les termes qu'on employait à l'époque, l'Allemagne, il était bien reçu, notamment par les intellectuels de l'époque, notamment par la bourgeoisie de l'époque. Il était très bien reçu. Mais quelque temps après, on s'est aperçu que Napoléon voulait faire de l'Allemagne, de ce qu'était l'Allemagne à l'époque, un pays dépendant, si ce n'est une sorte de colonie. Il y a eu effectivement à l'époque, un mouvement de rejet, un mouvement de contestation, un mouvement de protestation. Ce mouvement de contestation a été grandissant. Ceux-là même qui l'ont applaudi lorsqu'il avait pénétré, lorsqu'il était rentré en Allemagne, et qu'on le considérait comme un libérateur, se sont joints à la contestation. Ils voyaient donc que l'Allemagne était devenue un pays sur lequel ils pouvaient compter. Mais encore une fois, la contestation s'est développée. Elle s'est développée à un tel point qu'on créait une insurrection. Et qu'est-ce que Napoléon a fait? Avec son ministre de l'Intérieur, je crois qu'il s'appelle Fouquet, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé eux-mêmes un mouvement de contestation contre la domination allemande. Ils ont mis à la tête des éléments qui sont à eux, dans son entourage des éléments qui sont à eux, qui étaient les plus virulents contre Napoléon et sa domination. On sentait très bien qu'à partir d'un certain moment, l'insurrection pouvait se développer. Elle pouvait se déclencher. Il y avait déjà une insurrection des esprits, ça pouvait devenir une instruction par les armes. Ils voyaient tout cela. Ils ont créé donc cette organisation. Et à un certain moment, ils ont vu qu'ils pouvaient craindre que quelque chose pouvait arriver. Pour briser cette insurrection généralisée, ils ont demandé à leurs hommes de déclencher eux-mêmes l'insurrection, après avoir pris toutes les précautions pour écraser cette insurrection. Ils l'ont déclenchée et ils l'ont écrasée avec assez de facilité, puisque ce sont eux-mêmes qui l'ont provoquée. Évidemment, par la suite, il y a une fatigue qui s'est emparée des masses. Ça a retardé la libération de l'Allemagne. Ça a retardé le mouvement de libération de cette partie qui est devenue par la suite l'Allemagne. C'est une insurrection prématurée qui a été provoquée par Napoléon et par ses hommes, précisément contre l'Allemagne pour maintenir sa domination. Et par la suite, encore une fois, ils ont pu continuer à dominer le pays
pendant encore assez longtemps. Je ne dirais pas que le Hirak est instrumentalisé par le pouvoir du début jusqu'à la fin, en tous les cas avec un tel esprit, avec de telles intentions. Ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a de vrai, c'est que objectivement, c'est comme ça que les choses se sont produites. Le Hirak, en provoquant une insurrection prématurée, a abouti à un échec, et encore une fois mal conduite intellectuellement dans ses objectifs. Elle a conduit à un échec. Cet échec ne peut pas ne pas être ressenti par les masses comme quelque chose de désespérant. Les gens vont être désillusionnés, les gens vont être fatigués, et pour reprendre la lutte, il leur faudra du temps. C'est l'un des grands reproches que j'ai fait au Hirak, souvenez-vous bien. Non seulement il est prématuré, mais en déclenchant de graves événements, il risque de retarder l'évolution du pays dans la voie de la libération nationale démocratique et de la justice sociale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les gens sont fatigués, les gens sont désillusionnés. L'idée encore reste chez certains que le Hirak peut jouer quelque chose à l'avenir, mais enfin on les retardé pour longtemps. Ils sont portés un grave préjudice à l'action révolutionnaire que nous préparions, qui devait avoir lieu lorsque l'Algérie serait rentrée dans une crise très grave, lorsque l'Algérie serait devenue un véritable volcan, lorsqu'elle aura touché toutes les classes sociales, toutes les catégories sociales, lorsqu'elle aura ébranlé jusqu'à l'armée. Et avec le travail que nous faisons, accentuons tout cela. Et en fin de compte, engager une action. C'est à ce moment-là qu'il fallait engager une action, avec encore une fois la libération nationale en premier lieu, et la libération démocratique et le progrès social intimement attachés à cette libération nationale. Voilà maintenant, il y a problème. Est-ce que cela va se produire? Est-ce que cela ne va pas se produire? Ce qu'il y a de sûr, c'est que le pouvoir a consolidé ses positions. Justement, est-ce que réellement le fait que les Hirak, ils n'ont pas suivi le vrai problème, la question nationale, qui a retardé, le fait que la crise un peu partout, il va faire ce mouvement-là, de dire l'enracinement dans la société. C'est quoi? Mais c'est tout le problème, c'est qu'il est prématuré. Il est prématuré. Ils l'ont engagé trop tôt. Il y a une mentalité berbère dont j'ai souvent parlé dans mes écrits et dans mes discours. C'est que les berbères sont pressés, toujours pressés d'agir. Ils sont impatients. C'est une de leurs caractéristiques. Et ils sont extrémistes. Il n'y a pas de solution moyenne. C'est la solution extrême. N'oublions pas qu'en 1954, le déclenchement de l'insurrection s'est fait alors que le mouvement national en Algérie, dans son ensemble, était en pleine déliquescence. Un groupe d'éléments s'est réuni, ils ont engagé quand même l'action. La guerre a duré 7 ans. Ce n'est pas rien. Et le peuple a davantage souffert. Là aussi, c'est la même chose. Une occasion s'est présentée, il faut se lancer dans la bagarre, il faut se lancer à 100%, au lieu, ainsi que je l'ai dit, engager des actions de harcèlement. Il fallait engager, c'est le moment où il fallait engager des actions de harcèlement, multiplier ces actions de harcèlement, les faire sans cesse plus importantes, mais ne pas songer du tout à engager une action insurrectionnelle visant à renverser le pouvoir, alors que le pouvoir avait encore quelques appuis au sein du peuple, alors que même s'il y avait des problèmes entre eux pour dominer, pour garder le pouvoir, ils ne peuvent que s'entendre, et actuellement, comme on le voit, ils se sont renforcés. Encore une fois, la libération de l'Algérie, la libération démocratique ne peut pas se faire sans la libération nationale. Supposons qu'elle se décolle, que le Hirak ait abouti et réussi à renverser la dictature en place.
L'Algérie, il ne faut pas l'oublier, elle est engagée dans la difficulté pendant des décennies. Ce ne sont pas des difficultés momentanées. Ce sont des difficultés qui vont durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même davantage. Supposons que les Hirak prennent le pouvoir. Et supposons qu'ils soient sincères dans ce qu'il affirme, qu'ils ne soient pas dominés par les intégristes, les islamistes. Mais une fois qu'ils auront pris le pouvoir, la bagarre ne peut pas ne pas être déclenchée entre les partisans de l'Algérie, les patriotes, et puis ceux qui ne sont pas des partisans de l'Algérie arabe. Elle ne peut pas ne pas se déclencher, ça sera la bagarre. Il y aura toujours des problèmes sociaux qui vont se poser, parce que la situation ira s'aggravant. Il y aura des manifestations partout, il y aura des grèves partout. Il y aura des manifestations qui auront des motifs variés, comme cela se passe actuellement. Ils vont continuer. Et c'est l'anarchie qui va se développer. Vous pensez que le pouvoir ne va pas revenir à ce moment-là? Les difficultés vont pousser, l'anarchie s'aggravant, on sentira à ce moment-là le besoin de revenir à un pouvoir fort, et l'armée sera là pour précisément jouer son rôle, reprendre le pouvoir. C'est inévitable, c'est ce qu'ont fait les Égyptiens. Et j'ai fait dans un de mes écrits, que je vous ai remis d'ailleurs, j'ai fait à cette possibilité en parlant de Sissi. Il a repris le pouvoir lorsque l'occasion s'est montrée. Bon, la situation en Égypte ne pouvait que s'aggraver, et elle s'aggravait. Il a attendu le bon moment pour reprendre le pouvoir purement et simplement par la violence, bien sûr. Et puis qui vous dit, parce qu'il en existe au sein de la dictature militaire, attention, des éléments partisans de l'islamisme, qui vous dit qu'à ce moment-là, poussés à leur position extrême, les islamistes civils ne s'entendront pas avec les islamistes de l'armée contre le peuple. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Ouais. Même s'ils prennent le pouvoir, ça ne peut être qu'un échec. Et la démocratie, encore une fois, elle est impossible. Pourquoi elle est impossible? Si la langue arabe classique demeure, l'égalité entre Algériens est absolument impossible. C'est une langue qui est actuellement et qui restera une langue retardataire. Ce n'est pas comme les autres langues qui sont des langues du peuple, des langues nationales. Tout le peuple participe à son évolution. En ce qui concerne ces sortes de langues qui ont été créées par des aristocraties, qui ont été maintenues par les aristocraties et par les dictatures, le peuple entier, ces langues, elles sont tellement compliquées que le peuple ne participe pas à leur développement. Ce seront toujours des langues retardataires. Laissez-moi continuer, ça des langues retardataires. Eux qui sont au pouvoir, ils ont la possibilité, ils ont de l'argent, ils ont des moyens autres pour faire en sorte que leurs enfants reçoivent une formation à l'extérieur, à l'intérieur même. J'ai appris ces derniers temps que les gens se bousculent dans les institutions françaises, scolaires françaises, des gens évidemment qui sont autour du pouvoir, pour y mettre leurs enfants. Parce qu'ils savent bien, eux, que l'arabe classique est une langue insuffisamment développée, que c'est une langue retardataire, qu'elle restera retardataire. Eh bien, ils font en sorte que leurs enfants reçoivent une éducation au pays dans une langue étrangère, et évidemment, ils ont des possibilités pour qu'ils reçoivent une formation à l'extérieur. Une formation moderne, celle-là, à l'image des autres peuples. Lorsqu'ils vont rentrer, du moins ceux qui rentreront, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir parce qu'ils sont plus compétents que ceux qui sont à l'intérieur. Il faut convenir que ceux qui sont de formation algérienne, de langue arabe classique, ce sont des gens qui sont de formation limitée. Ce n'est pas la faute des médecins, ce n'est pas la faute des ingénieurs, ce n'est pas la faute de tous cette intelligentsia, mais c'est parce qu'on les a maintenus dans cette langue qui n'a pas de possibilité de développement suffisamment grand pour leur donner une formation d'hommes modernes, de citoyens modernes, à l'égal des autres pays. Alors les leurs, ceux qui appartiennent à ceux qui sont au pouvoir, tous ces privilégiés-là, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils,
Ils vont recevoir une formation à l'extérieur. Et ils vont revenir, ce sont eux qui prendront le commandement du pays. Les autres, que voulez-vous? Un ingénieur qui a reçu une formation à l'extérieur et un ingénieur qui a reçu une formation chez nous, bon, il y aura un débat, qui sait qui sera le plus compétent. On ne peut que choisir celui qui est le plus compétent. C'est inégalitaire. La démocratie, j'insiste sur ce point, la démocratie et la justice sociale est une impossibilité tant que l'Algérie reçoit un enseignement en langue arabe classique. La question, على حسابي من الزمار